Voilà, voici veux-tu le temps de Territoire Sénat, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour. Bonjour à tous. Le Sénat se penche sur l'interdiction des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Ce sont les communistes qui veulent les interdire. La semaine dernière, c'est le Conseil de l'Europe qui demandait à la France de s'en passer dans le cadre du maintien de l'ordre. Hier, c'est l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui a réclamé à la France une enquête pour usage excessif de la force. Vote unanime cette nuit au Sénat pour abolir les violences dans le cadre de l'éducation des enfants. Un texte porté par l'ancienne ministre des Familles, Laurence Rossignol. Le message est clair. On peut élever des enfants sans les frapper ni les humilier. Et puis autre texte important, le Sénat a voté hier en commission la loi anti-casseurs. Le texte de Bruno Retailleau avait été modifié lors de son passage à l'Assemblée. Le Sénat devrait finalement voter le texte dans les mêmes termes pour une application plus rapide. Et pour débattre de tous ces sujets, une invitée spéciale ce matin dans notre dispositif spécial, Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence Rossignol. Je le disais en titre, le Sénat a voté cette nuit à l'unanimité votre loi, votre proposition de loi sur l'interdiction des violences dites éducatives. Vous devez être grandement satisfaite ce matin, unanimité. Oui, l'unanimité, je suis très heureuse parce que c'est une cause que je porte depuis plusieurs années. Au début, face à beaucoup d'ironie, de colibert, on veut la loi anti-fessée, laisser les parents élever les enfants comme ils veulent. Et puis, on voit que la société a évolué sur ce sujet et aussi le Parlement a évolué, puisque cette proposition de loi a été votée dans les mêmes termes et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je dois saluer au Sénat à la fois, bien entendu, mon groupe, tous les sénateurs présents, mais l'implication du président de la Commission des lois, Philippe Bas, qui, ancien ministre de l'Enfance, a probablement été sensible au sujet et a vu à quel point c'était important pour la prévention des violences faites aux enfants, de la maltraitance, de pouvoir dire, écoutez, on élève des enfants sans les frapper, parce qu'il est très difficile d'évaluer à partir de quand c'est de la maltraitance et jusqu'à où c'est juste du droit de correction. Vous le disiez, il a réussi à convaincre son camp, qui peut parfois être taxé de conservatisme. Oui, je crois qu'on a vu hier soir un vote unanime au Sénat, de tout le monde, pour lancer un message clair. Et par ailleurs, je pense que le contexte n'y est pas pour rien. Quand on a autant de sujets sur les violences dans la société qu'on en a actuellement, je pense qu'on va en parler, mais bon, vous en avez évoqué quelques-uns dans les titres, à la fois la violence dans la sécurité, dans la rue, la violence à l'encontre des femmes. Il faut aussi prendre tous les outils qu'on peut avoir pour réduire la violence. Et on ne peut pas tolérer la violence dans la famille et lutter contre la violence dans la société. C'est la même violence. Quand on regarde les chiffres, 85% des parents ont encore recours à des violences dites éducatives. C'est vrai que les chiffres sont importants. Je pense que ces chiffres datent de 2015. Je crois que oui, 85% des parents ont recours à des violences éducatives. Le problème, c'est ceux qui érigent ça en méthode éducative. Il y a les parents qui, au bout d'un moment, par exemple, un enfant qui se précipite sous une voiture pour traverser la rue, on le rattrape et des fois on le secoue parce que la peur amène à ça. Mais les parents qui font ça se mêler de ce genre de... Il y a plusieurs formes de violence, c'est ce qu'on dit. C'est qu'il y a la violence comme méthode éducative, des gens qui vous disent, mais moi je crois que les coups on dresse les enfants. Et c'est sans contre ça qu'on a voté cette nuit. On n'est pas dans une démarche de morale ou d'intrusion dans la vie des parents. On sait qu'être parent, c'est pas facile. On sait qu'il faut donner des limites et un cadre aux enfants. Mais ce qu'on explique avec cette loi, c'est que les limites, elles se donnent par l'autorité parentale, par une éducation rigoureuse et ferme, et qu'on n'a pas besoin de frapper pour se faire entendre. Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, vous savez qu'on est dans un dispositif particulier aujourd'hui, puisqu'on va se rendre maintenant dans une région, précisément à Rennes, en Bretagne, où nous attend Stéphane Beignet, qui est directeur de l'information de TVR, c'est la chaîne TNT de Bretagne. Stéphane, vous avez une question à poser à Laurence Rossignol. Oui, Laurence Rossignol, bonjour. Le Centre d'information du droit des femmes et des familles de Rennes est l'un des plus anciens de l'Hexagone. Il a été créé en 1980 et pour l'année 2018, près de 4000 femmes ont été accueillies dans ce centre. Alors, deux questions centrales, le problème de la monoparentalité, mais surtout celui des violences faites aux femmes, violences physiques mais aussi morales. Pour vous, Madame Rossignol, y a-t-il de nouveaux délits à créer en la matière?
Non, bonjour d'abord, et je salue le Centre d'information des droits des femmes et des familles et toute leur action, parce que sans eux, il n'y aurait plus rien sur le territoire pour accueillir les femmes en direct. Je ne pense pas qu'on ait un problème de droit. La loi est ferme, le code pénal est précis. Le problème, c'est avant que les gens arrivent devant les juges. Et on voit cette année, moi je suis très préoccupée, on a déjà 30 femmes qui ont été tuées au cours des mois de janvier et de février. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation de 50% par rapport aux années précédentes. On est malheureusement dans une moyenne annuelle qui est entre 120 et 125. Et là, si on projette, on est à 180 femmes. Vous l'attribuez à quoi? Eh bien justement, je ne sais pas. C'est ce que je veux savoir. D'ailleurs, j'ai demandé un rendez-vous au secrétaire d'État chargé de la sécurité, à M. Nunez, que je sais est un homme extrêmement préoccupé de toutes les questions de violence dans la société, pour discuter avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors je crois qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet d'accueil, malgré toutes les campagnes, malgré toute la formation qu'on fait auprès des policiers, des gendarmes, malgré l'implication de bon nombre d'entre eux. J'entends encore trop souvent parler de femmes à qui on dit on n'est pas là pour régler les problèmes de famille. C'est précisément ce qui s'est passé en Corse la semaine dernière. Il y a eu un cas encore emblématique la semaine dernière à Île-Rousse, une jeune femme qui est morte sous les balles de son compagnon. On voit que la jeune femme, elle avait déposé plainte, que son entourage avait alerté les autorités, la police. On se demande, quand on voit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le système de protection, dans la chaîne en fait de protection? On sait qu'il y a un problème d'accueil dans les commissariats, un problème d'accueil des femmes de mise à l'abri. Il y a des formations aujourd'hui qui sont prévues. Mais oui, c'est ce que malgré tout le travail. Et il y a des femmes policiers. Et il y a des femmes policiers. Oui, il y a des femmes policiers, mais il y a encore visiblement des femmes qu'on ne prend pas au sérieux. Je pense qu'il y a de manière globale dans la justice, et c'est l'objet de la réunion que j'organise au Sénat avec mon association à l'Assemblée des femmes et 2 autres associations demain qui est pour le 8 mars. Un grand débat. On fait le grand débat des femmes, des quartiers, des ronds-points, des campagnes et des villes au Sénat, et on a une partie de la journée qui est consacrée à la justice est-elle juste avec les femmes. Je pense qu'il y a un problème, c'est que la parole des femmes n'est pas prise en compte sérieusement. Quand une femme vient dire « j'ai peur de mon mari », quand elle vient dire « il nous menace », on ne la croit pas suffisamment. Et c'est vrai que c'est le vrai sujet, à la fois dans les procédures de divorce, dans le film Jusqu'à la garde, que vous avez probablement vu et qui a été primé au César. La première scène, c'est une femme qui est terrorisée. Ça se voit, tout son langage corporel. Devant le magistrat, devant le juge, n'ose pas parler librement, absolument. Mais normalement, le magistrat doit voir que cette femme a peur. Et il ne le voit pas. Donc il y a une suspicion permanente sur la parole des femmes. Ça, c'est la première chose. Donc il faut non seulement les écouter, mais il faut les croire. Voilà, quand une femme vient vous dire j'ai peur, il faut la croire. Ensuite, il faut la mettre à l'abri. Et ensuite, il faut éloigner les maris violents. On remercie Stéphane Beignet. On lui dit au revoir. On dit au revoir à Stéphane Beignet à Rennes de TVR, la chaîne du groupe d'ailleurs dans lequel est Ouest France également. Merci Stéphane. Au revoir. Laurence Rossignol, dans le reste de l'actualité, le Sénat se penche aujourd'hui, cet après-midi, sur l'interdiction des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. C'est les communistes qui veulent les interdire. La semaine dernière, c'est le Conseil de l'Europe qui demande à la France de s'en passer dans le cadre du maintien de l'ordre. Hier, c'est l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui a réclamé à la France une enquête pour usage excessif de la force lors des manifestations. Explication, Jonathan Dupriez. La position du groupe CRCE est claire. Il est urgent d'interdire l'usage du LBD 40 dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Ces sénateurs sont à l'origine d'une proposition de loi sur le sujet. Pour eux, cette arme a déjà causé de trop nombreuses victimes lors des manifestations de Gilets jaunes. On a 111 enquêtes de l'IGPN. Donc l'esprit de responsabilité était de décider un moratoire. On regarde les effets de cette arme, ses conséquences, les besoins en formation pour les policiers et voir s'il y a une alternative. Mais là, il faut retirer. Outre l'interdiction immédiate de l'arme, le texte demande qu'un fichier de police qui recense notamment les tirs de LBD soit rendu public. Aussi, les sénateurs plaident pour que le gouvernement révise sa doctrine du maintien de l'ordre en s'inspirant d'autres États européens. Le résultat serait formalisé dans un rapport. En Allemagne, c'est la désescalade. On peut se servir du dialogue, on peut parler avec les gens. On peut parler au lieu de s'approcher des manifestants. Il y a des pays qui dans les manifestations, n'utilisent pas des armes non létales, ne sont pas armés, et ces pays ne sont pas moins sûrs. Alors, il y a un problème. Examiné par la commission des lois du Sénat, ce texte avait été rejeté le 20 février. La commission avait jugé le LBD nécessaire à un usage proportionné de la force.
Laurence Rossignol, est-ce que vous allez voter ce texte, cette proposition de loi communiste tout à l'heure, pour interdire les LBD? Oui, nous allons la voter. La question n'est pas d'interdire les LBD, et d'interdire les LBD dans le maintien de l'ordre. On ne va pas désarmer la police, les LBD peuvent être utiles dans d'autres situations, mais dans le maintien de l'ordre, visiblement, ce qu'on a observé depuis le début novembre, c'est que les LBD ont causé beaucoup de dommages physiques et de handicap, de dommages irréparables. On est dans quelque chose d'assez nouveau de ce point de vue-là. Et je crois qu'il faut voter cette proposition de loi, en effet. Oui, mais les forces publiques, Emmanuel Macron lui-même est monté au créneau, il a été très clair, il dit il faut une arme intermédiaire entre les canons à eau et les matraques. Les forces de l'ordre en ont besoin. Michel Delpech, le préfet de police de Paris, a également été très clair. Il dit les forces de l'ordre, elles ont absolument besoin de cette arme. Je rappelle que la France est le dernier pays d'Europe à encore les utiliser. Pour vous, il y a clairement un problème sur ces LBD. Vous venez de le dire, on est le dernier pays d'Europe à les utiliser. Et les autres pays autour de nous ne sont pas à feu et à sang. Donc c'est qu'on a un problème. Et puis je crois que même dans le monde de la sécurité, c'est pas unanime sur l'usage des LBD dans le maintien de l'ordre. Il y a aussi des gens parmi les syndicats qui en critiquent l'usage. Et donc il faut effectivement voter cette proposition de loi. Le gouvernement devrait réfléchir davantage sur une politique de maintien de l'ordre. Qu'est-ce que c'est? Mais moi, je n'ai pas de conseils à donner en la matière. C'est pas mes sujets. Non, mais néanmoins, justement sur ce sujet du maintien de l'ordre, il y a une autre loi, la loi anti-casseurs, le texte de Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains. Elle a été votée hier conforme en commission, donc le Sénat s'apprête à la voter après l'Assemblée nationale. Cette loi anti-casseurs, une partie de la gauche dit que c'est un texte liberticide. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, je pense que c'est un texte, d'après ce que j'en ai vu, qui permet d'assigner des gens en résidence, de les empêcher de participer de manière préventive à une manifestation. C'est un délit également de dissimulation du visage lors des manifestations. Mais ce délit de dissimulation du visage, je crois qu'il existe déjà, parce que je pense que la loi qu'on utilise pour la burqa, on devrait pouvoir l'utiliser pour les manifestations. Donc il y a aussi une dimension dans cette proposition de loi, enfin dans cette future loi, qui est une dimension d'affichage. Et puis il faut faire attention à ne pas transférer la totalité des libertés individuelles et publiques au administratif. C'est le juge judiciaire qui est toujours le garant des libertés individuelles. Donc, cette loi, en ce qui nous concerne, nous ne la voterons pas. Et je pense que le groupe de l'Assemblée En Marche devrait réfléchir à ce qui va se passer avec la loi anti-casseurs, parce que je sais que nombreux députés En Marche étaient très réticents à l'adoption de cette loi, qu'ils avaient eux-mêmes... Ils se sont exprimés publiquement. Ils se sont exprimés publiquement. Ils ont laissé passer beaucoup de choses à l'Assemblée. Le gouvernement leur a dit on arrangera tout ça en deuxième lecture, et il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée puisque le Sénat va voter conforme. Donc je pense que cette affaire de loi anti-manif, parce que c'est plutôt une loi anti-manif qu'une loi anti-casseurs, devrait faire réfléchir le groupe En Marche de l'Assemblée sur quel est son rôle, quel est le rôle du Parlement et qu'est-ce qu'un groupe majoritaire doit faire pour faire des bonnes lois et pas simplement être aux ordres du gouvernement. Laurence Rossignol, j'aimerais vous entendre sur un dernier sujet avant de passer au prochain duplex. La situation dans les prisons, il y a eu un nouveau drame hier dans l'Orne. Un détenu radicalisé a poignardé 2 surveillants pénitentiaires. Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, a reconnu une défaillance. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a parlé de faille. Édouard Philippe annonce un renforcement des fouilles, la création de quartiers étanches. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi ça n'a pas encore été fait, toutes ces mesures? Non, mais sur la question des détenus radicalisés et des détenus qui se radicalisent en prison, moi j'étais au gouvernement à partir de 2014, je crois j'ai entendu parler de ça à partir de 2015, à partir de l'attentat contre Charlie Hebdo, ce sujet devient un sujet du ministère de la Justice et de l'Intérieur, et tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne solution, semble-t-il. Hein. C'est du cas par cas. Voilà, il n'y a pas de bonne solution, parce que, non mais ce que je veux dire simplement, c'est que si on les met à l'isolement, entre détenus radicalisés, ils se radicalisent encore plus. Si on fait de la mixité avec des détenus qui ne sont pas sensibles à ces sujets, ils font du prosélytisme et ils en détiennent. Dans cette affaire de Condé sur Sarthe, que moi je ne connais pas dans les détails, il y a probablement une défaillance humaine. Il y a souvent une défaillance humaine quand il y a un défaut dans le système. Je crois que j'ai confiance dans le fait que la chancellerie mène enquête, essaye d'apporter des solutions. Mais je crois qu'on a eu, il y a quelques mois, il y a un an environ, un gros conflit social chez les gardiens de prison avec une demande de poste, et je pense que c'est probablement là que se trouvent aussi les solutions, c'est dans la qualité du travail des gardiens. Alors, on va partir maintenant au Mans. Michael Texier nous attend. Il est rédacteur en chef de VIA LMTV, Le Mans Télévision. Il a une question pour vous, Laurence Rossignol.
Bonjour Madame la sénatrice. Alors au Mans, le maire est un ancien ministre, Stéphane Le Foll, que vous connaissez. Parmi les conseillers municipaux, une actuelle secrétaire d'État, Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, une personnalité du gouvernement qui, je crois, ne laisse personne indifférent, que ce soit sur le fond de ses combats ou la forme que parfois elle emploie. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement Valls, en charge de cette question du droit des femmes, quel regard portez-vous, Madame Rossignol, sur l'action de Marlène Schiappa ? Écoutez, je me suis donné comme règle de ne pas porter de jugement sur ma successeur. Il y a un adage qui dit que les ministres disent avant moi tous des incompétents, après moi tous des ambitieux. Donc j'évite de rentrer dans cet adage. Donc je ne porte pas de jugement sur Marlène Schiappa. En ce qui concerne son bilan, nous ferons son bilan. Bientôt, dans quelques mois, ça fera 2 ans qu'elle est au gouvernement, et nous ferons le bilan de l'action en matière de l'égalité femmes et les hommes, en matière de droits des femmes, de ce qui relève de la communication et ce qui relève de l'action profonde et sérieuse de transformation de la société. Le gouvernement a encouragé une libération de la parole sur ces questions ? Gouvernement en faisant la grande cause du quinquennat. Oui, enfin moi je sais pas si l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat. J'arrive pas bien à identifier en quoi c'est une grande cause. Nous, on a une ministre qui a une grande voix, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est une grande cause ? Je ne sais pas. On fera le bilan. Je pense qu'il faut 2 ans pour évaluer l'action d'un gouvernement. On y arrive. Merci Mickaël Texier, au Mans, dans la Sarthe, avec Via LM TV. Merci beaucoup, Saveria. Laurence Rossignol, sur le grand débat, l'exécutif cherche toujours une porte de sortie par le haut à la crise des Gilets jaunes, à ce grand débat. En tout cas, une traduction législative aux contributions des Français. Ça doit être quoi pour vous, cette traduction législative, cette sortie par le haut ? Est-ce que c'est un retour de la réforme des institutions ? Qu'est-ce que ça peut être pour vous ? Écoutez, je crois que la sortie du grand débat, ça ne peut être que la prise en compte et des transformations profondes de notre société pour répondre à la diversité de ce qui a été exprimé. Alors, bien sûr, les Gilets jaunes ne sont pas un groupe homogène avec des revendications homogènes, mais on voit bien qu'il y a des questions sociales, questions de justice sociale, de justice fiscale, de précarité. En fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement des gens qu'on avait identifié déjà depuis un moment. C'est ces gens qui travaillent et dont le travail n'est pas suffisamment rémunérateur pour qu'ils vivent bien. Voilà, c'est le mouvement des salariés pauvres d'un certain point de vue, les Gilets jaunes. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés sont des gens qui sont pas, c'est pas des marginaux, c'est pas des gens exclus de la société, c'est des gens qui justement bossent beaucoup et trouvent que comparativement à ce qu'ils bossent, ils s'en sortent pas. Donc, c'est la question de la répartition des richesses. J'observe que les Gilets jaunes posent aussi des questions d'écologie, de transition écologique, et qu'ils les posent bien. Quand ils demandent des investissements massifs pour la transition écologique, ils ont raison. Et donc, je crois que le président de la République va être confronté à un vrai sujet, c'est qu'il ne s'en sortira pas, à mon sens, avec 2-3 mesures ou un coup politique. Par exemple, on ne peut pas dire que leurs scores aux européennes vont être la conclusion des Gilets jaunes. On ne peut pas dire, par exemple, que on a fait un bon score aux élections européennes, donc la République En Marche sort bien de cette affaire-là. Je crois que la question, c'est est-ce qu'ils changent de logiciel ou pas. Le logiciel de départ de 2017, qui est un logiciel ultralibéral, il a été contesté par les Français, pas simplement par ceux qui étaient dans la rue, mais par le soutien qu'a eu les Gilets jaunes. Donc il faut changer de logiciel, il faut aller vers la transition écologique, il faut aller vers la redistribution des richesses. C'est effectivement une grande mutation qui est attendue du gouvernement en la matière. Édouard Philippe parlait de baisse d'impôts hier, c'est nécessaire ? La question n'est pas qu'attendent tant les Français pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Certains attendent des baisses d'impôts, d'autres attendent plus de pouvoir d'achat, une augmentation des rémunérations. Les baisses d'impôts, le problème, c'est que des baisses d'impôts, il y en a déjà eu par ce gouvernement. La suppression de l'ISF, la création de la fat tax, les baisses d'impôts, elles ont profité aux catégories sociales ultra favorisées. Et les autres ont eu des augmentations d'impôts. Mais il faut quand même qu'on prélève de l'impôt, parce qu'il y a aussi chez les Gilets jaunes une demande forte de services publics. Je vois dans mon département de l'Oise, par exemple, qui est un département où il y a des zones rurales éloignées des grandes villes, il y a une demande forte de services publics. Et les services publics, il faut les financer avec l'impôt. Donc c'est plus une question de justice fiscale qu'une question de baisse des impôts, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Pour terminer, pour parler d'un dernier sujet qui seront les européennes, les élections européennes, j'aimerais revenir un instant sur ce sujet des violences faites aux femmes et de la condition des femmes. Le mouvement MeToo, la parole a été libérée ces derniers mois, ces dernières années. Vous saluez aujourd'hui ce mouvement et cette libération de la parole des femmes ?
Je salue les femmes qui ont les premières osé dire tout haut ce que l'on se disait entre nous dans des cercles fermés. Je salue ces militantes des jeunesses communistes, mais aussi celles de toutes les organisations politiques. Vous craignez aucun excès? Ah non, le seul excès que je craigne, c'est l'excès de harcèlement et de violence contre les femmes. Pour le reste, j'ai vu aucun excès. Et par ailleurs, on ne peut pas dire aux femmes... Et d'ailleurs, c'est probablement la limite de la grande cause. Moi, j'avais trouvé que le président de la République avait fait un bon discours le 25 novembre 2017. Et en même temps, il avait dit, les femmes, libérez la parole, parlez, mais attention à la société de la délation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit aux femmes parler, on leur dit, mais attention, faut pas parler trop parce que vous risquez de dénoncer des puissants que ça gênerait. Et donc, il faut simplement dire aux femmes, 1, vous parlez, 2, on vous écoute. Et puis, il faut arrêter de dire aussi tout le temps, ça se réglera devant la justice. Parce que ce que l'on sait, c'est que ces affaires-là ne se règlent que minoritairement devant la justice. Et qu'il y a besoin aussi d'une opprobre, du social, d'un soutien à l'égard des femmes qui parlent et pas de suspicion. C'est en ça que la libération de la parole est majeure. La libération de la parole, mais surtout la manière dont on l'écoute. Il faut les croire, ces femmes, quand elles parlent. Il ne faut pas se demander si elles racontent ça pour se faire remarquer, pour régler des comptes. Or, il y a toujours une suspicion de mensonge et de manipulation qui porte sur la parole des femmes, et c'est le plus gros handicap. Laurence Rossignol, demain, donc, c'est la journée internationale des femmes, sur tous les sujets qui les concernent. Une question, est-ce que les femmes sont toujours du côté des femmes, au fond? Non, bien entendu. Si les femmes étaient toujours solidaires, ensemble, comme on est majoritaire, il y a belle lurette que tout ce dont on parle serait réglé. Il y a des femmes qui ne sont pas du côté des femmes parce qu'elles sont du côté du pouvoir. Et je vois en politique, encore aujourd'hui, il y a plus de femmes en politique, mais le pouvoir est encore essentiellement détenu par des hommes. C'est eux qui le distribuent par cooptation. Et donc, il y a des femmes qui se disent, mais si je suis du côté des féministes, des femmes qui râlent, des casse-pieds, est-ce que je vais avoir, moi aussi, des avantages à en tirer? Vous savez, je vais conclure là-dessus, parce qu'on est la veille du 8 mars. Je veux dire, être féministe, c'est extrêmement réjouissant. Ça produit énormément de solidarité, de bonheur avec les femmes. Mais c'est aussi un exercice qui demande du courage. Parce qu'on n'est pas toujours accueilli avec des applaudissements. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont féministes aussi. Et je les salue. J'aime beaucoup de sympathie pour les hommes qui soutiennent notre cause. Merci. Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, à la veille de la Journée internationale des femmes. Voilà. Et puis, ce qui se passe au Sénat avec l'agenda. Très rapidement avec l'agenda aujourd'hui au Sénat à 10h, la conférence de presse à suivre, bien sûr, la conférence de presse d'Hervé Maurey, de Didier Mandelli sur le fameux projet de loi sur les mobilités, un texte que le Sénat compte profondément modifier cet après-midi dès 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct, bien sûr, et en intégralité sur notre antenne. Enfin, on en a parlé à 16h15 en séance, la proposition de loi du groupe communiste, un texte mené par Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste, pour interdire l'usage des lanceurs de balles de défense, les LBD, dans le cadre du maintien de l'ordre. Voilà, et on va rester sur cette note positive qu'il y a aussi des hommes qui sont féministes. Merci Saveria pour cette troisième partie parlementaire de l'émission. Merci Laurence Rossignol. Nous, on va regarder la météo des territoires dans un instant, le temps qu'il fait en France, vous allez voir. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs.
Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et nous demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Dans son rapport, la haut-commissaire de l'ONU semble viser les nombreuses blessures dues au LBD. Ça montre la gravité de ce qui est fait aujourd'hui, de la répression dont nous parlons, et nous avons assumé de dire qu'il y a une dérive autoritaire dans ce pays. Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts. C'est un constat lucide de la situation actuelle, mais qu'on dénonce nous depuis plusieurs semaines, et je trouve dommage qu'il faille attendre l'ONU pour que ça en devienne un sujet d'actualité. Ça a déjà été le cas il y a quelques semaines. L'ONU nous disait qu'il fallait abroger la loi sur la burqa au motif qu'elle était prétendument contraire aux droits de l'homme, etc. Voilà. Donc que l'ONU s'occupe de la paix dans le monde, il y a du boulot. Ce comité Théodule doit s'occuper de lui-même et pas de nos affaires. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Ce commissaire aux droits de l'homme, il peut dire ce qu'il veut. Michel Bachelet en l'occurrence. Oui, d'accord, mais c'est quelqu'un sans doute de très respectable, mais pardon. Pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits, dès lors qu'il y a des plaintes, et dès lors que nous considérons qu'il faut évidemment faire la lumière et faire toute la transparence sur l'ensemble des faits. J'attarde peu d'attention à ce qui est dit, parce qu'en effet, il y a une composition qui est assez particulière, un comité qui n'est pas très représentatif et qui, par ailleurs, n'a mené aucune investigation sur le terrain. 18 établissements pénitentiaires ont été affectés par le mouvement de colère des surveillants. Beaucoup sont encore sous le choc au lendemain de l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Nous devrons à froid tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier. Il nous faut en effet comprendre pourquoi des fouilles sur des visiteurs n'ont pas été pratiquées avec suffisamment de vigilance. Nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle, de fouille, y compris des visiteurs, puisse être élevé, de façon à ce que ces défaillances ne se reproduisent plus. C'est les armes françaises qui ont tué mes enfants, qui ont participé à ça. C'est triste. J'ai 3 autres enfants qu'on a tués aussi. J'ai 8 enfants. Peu importe ce que pense cette dame, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité de nos compatriotes. C'est le respect aussi vis-à-vis des victimes. Et je ne vois aucun respect. Et je vois plutôt une femme déterminée. Pour l'instant, ces Français et beaucoup d'autres nationalités sont détenus. Ils ont vocation à être jugés là-bas. Ils ne reviendront pas en France. Ils ont vocation à être jugés là-bas. Ils sont dans des prisons à l'étranger et que le droit international fait que ces personnes-là, elles doivent être de toute façon rapatriées et emprisonnées, sauf à changer les conventions internationales qui remontent à des siècles ou en tout cas des décennies. Voilà le programme de demain. 2 ministres, une ministre, un ancien ministre. Une ministre, c'est Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui sera l'invitée politique de Territoire d'Info. Et puis pour le JT des Territoires, on recevra un ancien ministre, spécialiste de l'écologie, Brice Lalonde. Vous savez qu'Emmanuel Macron est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui pour parler écologie. C'est la première fois qu'il sera question d'écologie dans le grand débat et nous en parlerons demain avec Brice Lalonde, invité en direct dans le Journal des Territoires. Merci de votre fidélité. Et rendez-vous demain. Au revoir à tous.